Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Crotone, des buts à la fin de la première période de Kessié sur penalty et au début de la deuxième période de Brahim Diaz. Pour en parler aujourd'hui, j'ai à mes côtés Yann. Salut Yann. Bonjour tout le monde. Et Adri. Salut Adri. Salut les gars, bonjour à tous. Yann, qu'as-tu pensé de cette rencontre? Pas mal de choses à dire, non? Beaucoup de choses à dire, mais pour commencer, j'ai envie de te donner un chiffre, Guillaume. 17. 17, c'est comme le nombre de matchs consécutifs où l'AC Milan est invaincu. Ça fait depuis 1996 ou 1996, pour moi c'est plus facile à dire avec mon bon suisse, que Milan n'avait pas réalisé une telle performance. C'était sous le Milan de Capello. Et à cette époque-là, Milan en était arrivé à 27 matchs imbattus. Il en reste encore Donc encore 10 matchs pour égaliser cette performance de 96 de Monsieur Fabio Capello. Mais tout ça pour dire que nous sommes sur une pente qui monte. Nous montons pour essayer d'atteindre un sommet qui est pour moi la qualification en Champions League cette année. Pour en revenir à ce match, très bon match, très belle prestation des Rossoneri dans un match qui pour moi était clairement un match piège au départ. Au bout de la 30e minute, je me suis dit « Oh non, on va revivre une performance. » Je ne sais pas si ça vous faisait ce même ressenti, mais j'avais l'impression de vivre le match face à Benevento il y a de ça quelques saisons. C'était le premier match de Gattuso, je crois. Si on n'arrive pas à marquer, le stade me faisait penser à celui de Benevento, le temps me faisait penser à celui de Benevento, j'ai eu peur. Et puis, heureusement, après un début de match, on a quand même une première occasion qui est pour nos adversaires. Milan prend le match en main. Milan essaye de marquer. Milan ne marque pas avec un Akan qui prend les choses en main après plusieurs frappes, qui tire plusieurs bons coups de pied arrêtés, j'ai trouvé, pour trouver la tête de Kier. Et puis, il faut attendre la fin de cette première mi-temps pour voir un très long ballon de Théo avec un super contrôle de Dante Rebic. Qui va provoquer un penalty tiré avec un sang-froid incroyable de Kessié. Ouais. On a vraiment trouvé notre tireur de penalty. En l'absence de Zlatan. Zlatan en l'absence de Zlatan. Mais c'est vrai que Kessié les a tirés pendant 2-3 ans. Zlatan les reprendra, mais pour moi, est-ce que Kessié a quelque chose à envier à Zlatan pour les tirs de penalty? Je ne pense pas. Ensuite, en deuxième mi-temps, je me suis dit pendant la mi-temps, bon les gars, là c'est vraiment le moment de faire le break et de mettre ce deuxième but. Et je pense que c'est ce qui nous manquait ces dernières saisons où on n'arrivait pas à faire le break face à de petites équipes comme ça. Et là, on est revenu des vestiaires, le couteau entre les dents, et c'est à la 49e minute. Un bon pressing d'Akan et de Salamankers. Ensuite, à nouveau, une belle combinaison entre les deux. Un sorte de Salamankers pour Akan qui voit son tir dévié ou contré. Et la balle qui tombe dans les 5 mètres dans les pieds de Brahim Diaz, qui est ainsi inscrit son premier but en Rossonero. Ouais, joli mouvement en pivot. Joli mouvement. Et ensuite, pour la suite du match, Milan qui se contente de gérer cette fin de match. Gros point négatif sur ce match, c'est la blessure à la 57e minute d'Ante Rebic qui se fait un croche-pied. J'arrive pas bien à comprendre comment il se fait un croche-pied avec l'adversaire. Il se prenait pas dans le tapis. Qui va se luxer le coude. Espérons pour lui que ça ne soit pas trop grave et qu'il puisse revenir au plus tôt. Très bien. Adri? Non, Milan, ils ont dominé de toute façon le match. Après, c'est vrai que moi, en première mi-temps, je les ai quand même trouvés tendres, sans Zlatan. Beaucoup de maladresse, beaucoup de déchets. C'est vrai qu'au début du match, j'ai revu un peu le match contre Bologne. Ils ont mis un peu de temps à se lancer dans le match. Puis voilà, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, Milan, ils se rapprochaient des cages. Il y a eu là, une frappe d'Akan en corner. On a une belle combinaison entre Tonali et Diaz. Diaz qui fait une belle frappe, mais c'est mis en corner par le gardien. Puis plus ça allait, et plus il y avait des actions dangereuses, comme la barre aussi de Kier sur corner à la 20 ou 25e minute, je sais plus. Oui, c'est ça. C'est à la 20e. C'est à la 19e, c'est ça. Ouais.
Donc après, voilà, Milan qui, grâce à un penalty, mène après à la mi-temps, comme tu disais, Yann. Mais voilà, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas grand-chose à dire, hein. Milan, ils ont rapidement ouvert le score. Puis c'est vrai qu'après la blessure de Rebic, il n'y a pas eu grand-chose à noter. Il y a eu quelques petites occasions De par-ci, par-là. Léao notamment qui est Ouais, Léao, en rentré et fin de qui a un match, ouais. peu animé cette fin de rencontre parce que c'est vrai qu'on s'endormait un peu. Mais voilà, c'est vrai que Milan, ils se sont procuré quelques occasions tout en restant solide derrière où on n'encaisse pas de but. Donc voilà, après, c'est vrai que c'était une jeune équipe de Milan qui est alignée, hein. C'était quoi, 23 ans et 266 jours, si je dis pas de bêtises. Quand il y a plus Zlatan, la moyenne elle baisse. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, non, quand même une prestation solide dans l'ensemble. Et voilà, Milan ramène les 3 points. Et je pense que là, c'est voilà, des types de rencontres qu'il y a l'année dernière ou il y a 2-3 ans, on aurait pu faire facilement match nul ou même perdre, hein, sur des matchs comme ça. Donc non, c'est bien. Milan, il commence bien la saison. Donc voilà, faut continuer comme ça. Très bien. Moi, pour ma part, j'ai trouvé aussi que, enfin, on va revenir sur l'absence de Zlatan. Pour moi aussi, j'ai trouvé que l'absence de Zlatan nous a fragilisés. Notamment, sur les 30 premières minutes où les deux blocs de Crotone étaient très, très bas. Et là, il me manquait la présence d'un Zlatan pour, de sa présence, de sa grandeur. Puis c'est un peu voilà l'image de quand est-ce qu'il était rentré, c'était face à la Spal, il me semble l'année dernière où on avait fait je sais plus combien de tirs, je crois que c'était ce match-là. On Ah avait oui, fait ouais, une quarantaine ouais. de tirs et rien que la présence de Zlatan qui était rentré à la 76e avait complètement bousculé les deux blocs très très bas de la Spal. Bah là, c'était un peu la même chose. Sur les 30 premières minutes, je me suis dit oula, qu'est-ce que ça va être compliqué de marquer. Seul Akan arrivait à trouver un peu les espaces et un peu bouger ça. Selmakers aussi, mais de manière un peu plus brouillonne. Mais voilà, on a de la chance d'avoir vraiment retrouvé un Hakan top niveau parce que j'ai remarqué la même chose que vous. Je trouve que ces corners étaient tous très bien tirés, tous dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait pendant la période précédente. C'était vraiment que nos coups de pied arrêtés étaient vraiment pas dangereux. Et là, avec Hakan, on a vraiment quelqu'un qui met le danger dans la surface. Donc ça, c'était une belle chose, j'ai trouvé. Voilà, après, comme vous l'avez dit, Milan qui s'est contenté de gérer son avance, une avance qu'il fallait absolument préserver et doubler. Et ça a été fait rapidement par Brahim Diaz. Et après, voilà, Milan qui a tout simplement déroulé, qui s'est pas fait de frayeur. Je pense que d'un point de vue collectif, on a fait le tour. Adri, je vais te laisser commencer pour les tops. Pour les tops, alors moi je mettrais Kier en troisième position. Match solide encore, hein, du défenseur, bon dans les relances, précis pour les tacles aussi. Donc non, une prestation costaud encore, hein, du défenseur. En deuxième, je mettrais Hernandez. Mm. Pareil, hein, de toute façon, la ligne défensive, c'est vraiment grâce à eux qu'on n'a pas pris de but aussi, parce que Donnarumma n'a pas été du tout inquiété. Non, C'est grâce zéro notamment, frappe cadrée, hein. ouais, donc c'est vraiment grâce aux défenseurs, je trouve. Hernandez, c'est vrai qu'on loue toujours ses prestations offensives, mais là, là, j'aimerais vraiment louer la prestation défensive Mm. de Théo, toujours à couvrir le ballon, toujours à essayer de récupérer un ballon. J'ai trouvé très costaud. Il fait un super tacle en Défensivement deuxième aussi. période. Il fait un Ouais. super tacle glissé à la Nesta en deuxième période. Donc, ouais, non, peu de choses à dire, hein. Il a vraiment fait un très, très bon match défensivement aussi, comme Kier. Et en top 1, par contre, je mettrais Kessié. Grosse prestation, hein, de l'Ivoirien. Il n'a pas raté un seul dribble Non. pendant le match. Je crois qu'il est à 7 sur 7 ou 6 sur 6. 11 ballons récupérés, 90% de passes réussites. De toute façon, en première mi-temps, j'ai vu quasiment que lui. De toute façon, et en plus, il met son penalty. Non, franchement, j'ai vraiment trouvé, encore une fois, au risque de me répéter, encore une grosse prestation, ouais, de Franck Kessié. Très bien. Yann, à ton tour. Ouais, je partage ton avis. Et d'ailleurs, Théo a noté, c'est sa longue passe sur Rebic qui est absolument Ouais. incroyable sur le tir au but. Mm. J'ai dû revoir plusieurs fois le replay pour voir qui était à l'origine de cette passe incroyable en première mi-temps. Pour moi, mes tops, je vais commencer par Akan. Pour moi, un match, une très grande prestation. Et comme toujours, il se sacrifie beaucoup sur le front de l'attaque. Il va presser. On le voit sur le deuxième but des Rossoneri, où il est à l'origine d'un excellent pressing pour récupérer le ballon. Coup de pied arrêté. Alors, on est d'accord, il y a certains coups francs où je me dis, mais comment tu fais pour tirer un coup franc pareil? Mais beaucoup de coups de pied arrêtés en première mi-temps
sont très dangereux car il a quand même un pied assez incroyable sur corner, par exemple, sur 2 corners où la tête de Kier vient mettre sa tête. Il est à l'origine d'un super corner. Ensuite, il se montre dangereux. Il a une puissance de frappe. Donc, très intéressant la prestation d'Akan aujourd'hui. Il arrive bien à combiner, que ce soit avec Kessie, avec Tonali, avec nos attaquants. Donc, vraiment très positif à Cannes depuis quelques matchs. Jeudi passé en Europa League aussi autour d'un super match. Donc, qui continue comme ça. En numéro 2, je rejoins Adri avec Kier. Pour moi, c'est une base très solide dans notre défense. Il arrive à mettre en confiance un Calabria. Il arrive à très bien épauler Gabia. Ils s'épaulent l'un l'autre. 2 matchs avec la charnière centrale, Kier, Gabia, 0 but encaissé en championnat. C'est à noter. Et c'est quelqu'un qui est à la relance excellent. Je ne cesse de le redire depuis qu'il est arrivé à la relance, et il a une prestance en défense où on se dit waouh, Simon, j'ai envie de te faire confiance, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable, et ça faisait longtemps qu'en défense on n'avait plus de tels joueurs. Et pour moi, mon top également, très d'accord avec Adri, Kessie, absolument incroyable. Pour moi, Kessie et Akan sont vraiment les symboles de cette série de 17 matchs sans Ouais. défaite. Il est partout, il est absolument partout. En 6, il se permet même, hier j'ai noté, de dribbler l'attaquant de la SPAL plusieurs fois avec des fades de corps absolument incroyables, des petits crochets, chose qui ne se permet pas avant. Et on voit qu'il monte en puissance, qu'il prend confiance en lui. Et le double pivot hier avec Tonali a très bien fonctionné. On sait qu'on peut compter sur son double pivot avec Benasser de la même manière. Donc, c'est vraiment un très grand luxe pour nous d'avoir ces 3 milieux qui s'entendent bien les uns avec les autres, et Kessie, j'ai l'impression qu'il arrive toujours à mettre extrêmement en valeur nos milieux de terrain. Petit bonus, c'est le penalty tiré par Franck avec un immense sang-froid. Là, au bout des 17 matchs sans défaite, on peut parler de régularité pour Akan et Kessie, non? Tant ils sont monstrueux. Je ne les ai pas vus passer à côté d'un de ces matchs-là, en tout cas, de mémoire. Là, c'est de la vraie régularité. C'est vrai que c'était 2 grosses déceptions de l'année passée. C'est vrai que, comme on avait dit plusieurs fois dans les émissions, le fait que Milan enchaîne les bons matchs et vraiment nous propose de grosses prestations, c'est grâce notamment au travail de Kessié et Akan qui font justement au milieu de terrain et sur l'attaque, quoi. Exactement. Et puis ce que je tiens à préciser, je ne cesse de le redire depuis qu'on est en train de reconstruire un nouveau projet, c'est qu'il faut du temps. Et Akan et Kessie, c'est les 2 personnages recrutés par la doublette Fassone et Mirabelli en 2017 ou 2018, je ne Non, c'est sais plus la ça, je date crois. C'est exactement. ça. 2017-2018. C'est les 2 joueurs à qui on a vraiment laissé beaucoup de temps pour s'intégrer. Ah bah, Combien de fois on a été déçus par Kessie ils en et ont eu du Akan? crédit. Combien de fois vous avez insulté tous les saints de cet univers en les voyant rater un contrôle ou mettre une frappe dans les nuages? Mais maintenant, après 3 ans, c'est les joueurs sur qui on peut compter, les joueurs Ouais. sur qui les autres joueurs s'épaulent. Et du coup, comme tout projet, il faut laisser du temps aux joueurs, à l'entraîneur, à l'équipe pour se mettre en marche. Et puis là, gentiment, on est en train de récolter les fruits. Super. Moi, pour ma part, dans les tops, je vais avoir les mêmes que toi, Yann, mais pas dans le même ordre. J'ai mis Kier en 3e position. Voilà, encore une prestation très solide. J'aimerais pouvoir mettre Gabia, honnêtement, mais à chaque fois, il y a Kier qui est un poil meilleur, un poil plus présent, plus performant que Gabia. Mais voilà, encore une fois, je salue le travail de cette charnière qui fonctionne vraiment. Gabia qui dépasse mes attentes, mais là, ça a été le patron, Kier, autant dans les airs qu'au niveau des interceptions au sol. J'en ai une en mémoire en première période sur un décalage qui, je pense, la seule fois que Croton s'est vraiment approché de nos cages, et Kier met le pied parfaitement dans le bon tempo. Donc voilà, le ballon file en corner, mais grosse prestation encore une fois de notre défense. Calabria qui retrouve aussi des couleurs, honnêtement, qui a apporté un peu le danger offensivement. Mais voilà, c'est rassurant. Franchement, je ne pensais pas qu'on allait aussi bien gérer cette absence de Romagnoli. Donc voilà, encore chapeau à Kier qui dépasse une nouvelle fois toutes nos attentes. En 2e position, j'ai Hakan Çalhanoğlu. Voilà, pour vraiment sa première période, il était un peu plus en retrait après le but de Brahim Diaz, mais que lui-même va chercher. Mais sur la première période, il a été vraiment l'élément qui
qui a fait qu'on a pu être dangereux. Il a essayé de trouver les espaces avec Salmakers, notamment côté droit. Et franchement, grosse prestation du Turc une nouvelle fois. Et je saluais sa qualité sur les coups de pied arrêtés et les corners notamment. Donc voilà. Et en première position, je vous rejoins tous les deux sur Franck Yannick Kessié. Pas grand-chose à rajouter par rapport à vous. Il a vraiment su prendre Tonali sous son aile et il s'est montré en tant que patron dans ce double pivot. Là où quand il est avec Ben Nasser, c'est vraiment équilibré parce que pour moi, ils sont vraiment très complémentaires. Mais avec Tonali, il a su le prendre sous son aile et s'imposer en tant que patron au milieu de terrain. On l'a vu mettre de ses physiques et de ses retours défensifs aux pauvres joueurs de Crotone. Donc voilà, grosse prestation de l'Ivoirien. On va passer au flop maintenant, les gars. Adri. Flop en troisième place, je vais mettre Ante Rebic. Alors, c'est pas souvent que je vais mettre dans mes flops, à mon avis. Mais c'est vrai qu'en 9, c'est non. Hein. Je le préfère. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On le préfère tous sur le côté gauche. Il n'a pas eu beaucoup d'actions à se mettre sous la dent. Et il n'a pas été invisible non plus, mais presque. On va dire que le penalty qu'il obtient, ça lui sauve son match parce qu'il n'a pas été. Alors on le voyait un peu, je le trouvais un peu perdu moi pour le coup, mais c'est vrai que sur l'aile gauche, je le préfère complètement quoi. Puis c'est vrai que par exemple, il est sorti quoi la 57e sur une sale blessure. Ouais. Une image qui n'était pas belle à voir, donc en espérant qu'il ne soit pas trop absent trop longtemps. En deuxième place, bon bah là je vais me répéter encore et encore et encore, mais Salmakers en deuxième place. Que dire alors oui, il a montré de belles choses, mais c'est à chaque fois beaucoup de déchets techniquement, toujours des passes qui semblent assez simples, qui sont ratées. J'ai pas été fan encore une fois du match du Belge. Et en numéro 1, Castillero. Alors, on peut l'appeler Casper, on peut l'appeler Fantomas. On l'a pas vu du match. Alors pourtant, il rentre, il y a 2-0, Milan domine. Ils sont pas inquiétés du tout. On s'attendait vraiment que Castillero montre enfin quelque chose. Il a quasiment pas touché un ballon. Il a été invisible sur le côté droite. Le peu qu'il a eu, pareil, il a raté tout ce qu'il a voulu faire, même en termes de dribble. Physiquement, il s'est fait aussi bouger. Enfin, là, il nous faut vraiment un joueur sur les droites parce que là, la doublette Salmakers Castillero, là, c'est plus possible. Yann, à toi. Ok. Alors moi, ouais, déjà, je tiens à préciser que pour un tel match où j'ai vraiment été surpris positivement par tous nos joueurs, je vais presque pas parler de flop, mais de joueurs qui m'ont déçu. Parce qu'il y a quelques joueurs qui m'ont déçu parce que dans l'ensemble, c'est vraiment une prestation très, très positive des Rossoneri. Donc, en numéro 3, c'est Rebic. Rebic, il va soulever, ainsi que mes deux autres flops vont soulever deux problèmes que l'on a dans notre équipe. En numéro 9, on a l'habitude de jouer avec Zlatan, qui est une tour devant, où on a l'habitude de lancer de longs ballons qui vont à chaque fois tomber sur sa tête, qui vont être déviés pour ensuite être rejoués après par Akan ou par nos ailiers. Et là, malheureusement, Rebic, dans ce registre-là, sur les longs ballons, il n'a pas gagné aucun duel de la tête. Et oui, il semblait aussi également un peu perdu en neuf là devant. On ne savait pas s'il voulait jouer la profondeur, s'il voulait un peu jouer en pivot. Et on voit qu'on a un système qui se met en route gentiment, où on a besoin d'une personne sur qui on peut s'appuyer en pivot devant, sur une personne sur qui on peut lancer de longs ballons. Et là, on semblait un peu perdu en première mi-temps en ne jouant pas comme ça. Mais peut-être que la solution, c'est Léao finalement. Un mec qui est assez grand pour le coup, qui est très rapide et qui pourrait trouver cette profondeur. Et en laissant Rebic côté gauche, peut-être que cette solution se nomme Léao. Après, il est rentré un peu plus tard, mais pour remplacer Brahim Diaz, il me semble. Il a joué à gauche. Pour le coup, je pense pas vu que c'était son premier match de la saison, Léao, il pouvait peut-être pas assumer les 35 minutes qu'a eu Colombo. Mais pour le coup, peut-être que cette solution-là se nomme Léao, non? Ouais, alors moi, c'est juste qu'en doublure d'Ibrahimovic, la personne actuellement dans notre effectif qui correspondrait le plus à ce rôle serait pour moi Leao. J'ai l'impression que Rebic, toutes les fois on l'a essayé en buteur, comme au début de la saison précédente, ça a été pas un flop, disons, mais ça n'a pas été bon et pas concluant.
Ensuite, pour moi, Colombo, il faut se dire, il rentre sur la blessure de Rebic. Il n'est pas forcément prêt à rentrer, je pense. Il rentre dans un match où on vient de mettre le 2-0, où on est un peu bousculé par le fait que Rebic vient sortir sur une sale blessure. Il est très jeune, donc c'est assez compliqué. Mais je le mets dans mes flops pour soulever ce problème du numéro 9 où on n'a pas vraiment une personne sur qui on peut réellement s'appuyer en cas d'absence de Zlatan. Colombo, il est un peu couru dans tous les sens. On le voyait un peu perdu sur le terrain. Il y a une occasion où il combine, je crois, avec Leao. Où il se retrouve sur le côté. Il envoie une grande frappe du gauche. Oui. Non, il Si, fait un c'est déboulé ça. tout seul et il envoie il une fait grande frappe du dans le gauche. petit filet. Ouais, dans le petit filet. Mais sinon, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il court beaucoup, il veut se sacrifier, on voit qu'il en veut, mais il semble un peu perdu là devant en numéro 9. Donc, ça montre vraiment que ce poste de doublure d'Ibrahimovic, je ne peux même plus passer du poste d'attaquant, ce poste, c'est la doublure d'Ibrahimovic. Il nous manque quelqu'un, ou alors on n'a peut-être pas trouvé encore la juste personne qui pourrait éventuellement être, comme tu l'as dit, Guillaume, Leao. En numéro 1, Castillero. Pour moi, après, il rentre et il fait pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup le temps de se mettre. Enfin, il rentre vraiment en cours de match ou comme je l'ai dit, le match était déjà à 2-0. Mais Castillero, dans un match comme ça, il doit rentrer et montrer, voilà les gars, je suis passé à côté des quelques premiers matchs de la saison. Là, j'ai le feu et puis je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et il montre absolument rien. Il élimine pas le joueur, ce qui est sa qualité première pour moi. Et voilà, j'ai pas grand-chose de positif à dire sur Castillero. D'accord. Moi, pour ma part, je l'ai pas mis dans mes flops, Castillero. J'ai pas mis les remplaçants parce que pour moi, voilà, le match était. Et fallait pas forcément aller chercher le 3-0. L'objectif était de pas concéder de but, donc je pense que c'était peut-être même les consignes de Pioli. Donc voilà, j'ai pas noté la prestation individuelle de Castillero, Colombo, etc. Je suis resté sur le 11 de base pour ma part, avec en troisième place Sandro Tonali. Voilà, comme Yann, je tiens à le dire, c'est pas vraiment des flops, c'est plus des joueurs qui ont été un peu en dessous du lot parce que globalement c'était une prestation intéressante et on a fait le travail. Mais voilà, Tonali que j'ai trouvé en dessous de mes attentes personnelles, un peu fragile, un peu en retrait, un peu timide sur la première période. Après voilà, c'est une place qui doit gagner et je pense que j'aimerais le voir mort de faim en fait. J'aimerais le voir mort de faim. Après voilà, il a joué 60 minutes. On va pas non plus trop vite juger ce joueur. On va lui laisser un peu de temps. Tu l'as dit, il faut laisser le temps au temps. Mais voilà, je l'ai trouvé. Benasser, en tout cas, son absence s'est fait un peu ressentir sur cette première période, notamment dans l'impact que peut avoir Benasser défensivement. Tonali, j'ai longtemps hésité à le mettre tout à coup dans mes tops, tout à coup dans mes flops. Et ensuite, je me suis dit, non, laisse-le tranquille parce que j'ai l'impression que c'est un peu notre recrue phare du mercato. Et puis, j'ai eu l'impression de dire que je me suis vraiment hyper concentré sur sa prestation. J'ai voulu le mettre dans mes tops. J'ai absolument voulu chercher des trucs positifs qu'il a fait. Ensuite, je me suis dit, mais est-ce que ça serait pas un flop? Donc, moi, je l'ai laissé comme ça, sans le mettre nulle part et sans trop parler de sa prestation. Puis, j'ai aussi vu beaucoup sur Twitter ce genre de choses où beaucoup de gens ont commencé à juger ses prestations, qu'elles soient positives ou négatives. Et je me suis dit, laissons, comme tu l'as dit, et c'est pour ça que j'ai retiré ma main levée pour intervenir. Laissons-lui le temps. Et puis, voilà, laissons-lui le temps de s'adapter. Mais juste pour moi, je ne l'ai pas trouvé incroyable, mais je ne l'ai pas trouvé très mauvais non plus. Il est Non, l'auteur de voilà. quelques passes géniales, j'ai trouvé. Et pour se mettre au niveau dans une doublure Benasser-Kessié, je pense qu'il lui faudra du temps pour trouver sa vraie place. Adrien. C'est vrai que je suis complètement d'accord avec vous. Il a pas fait un mauvais match, il a montré de belles Non, choses. du tout. C'est vrai qu'il a peut-être été un peu timide. Après, c'est vrai que dans le match plus aller, mieux il était quand même. C'est vrai que j'ai une passe qui me vient en tête quand il arrive à casser des lignes sur une passe, je crois que c'était pour Calabria, il me semble. Cette passe-là, elle est complètement folle. C'est que tu vois quand même que le gars a quand même une grosse vista. Il fait quand même de belles passes. Après, c'est vrai qu'il était un peu timide, pas assez mort de faim, peut-être, comme tu disais aussi, Guillaume. Voilà, c'est vrai que là-dessus, je vous rejoins complètement quand vous dites qu'il faut du temps. Ça fait que 2-3 matchs qu'il est là. Il a joué que 60 minutes sur le match. Donc, c'est vrai que c'est pas un flop. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, Guillaume, mais je suis d'accord avec toi pour le coup.
Voilà, donc en deuxième position, Tonali. En troisième, Tonali. En deuxième, Selmakers. Voilà, j'ai trouvé le Belge bon dans l'envie. On sent qu'il n'est pas mauvais techniquement, mais j'ai l'impression, et c'est un de mes collègues, Walid, pour le nommer, l'a très bien dit, j'ai trouvé, que en fait, tu as l'impression qu'il prend que les mauvaises décisions. C'est impressionnant, en fait, il fait les mauvais choix sur chaque ballon, j'ai l'impression. Il part d'une bonne intention, il va vite, il récupère les ballons, il est vraiment mort de faim sur le terrain, mais derrière, je trouve très brouillon dans le dernier geste, qui est souvent voilà, la passe au centre, la passe en retrait, je sais pas. Mais voilà, j'ai trouvé encore une fois assez brouillon. En première position, j'ai Rebic pour les raisons que vous avez évoquées. Je l'ai mis en première position parce que voilà, c'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup ce joueur et j'ai vraiment l'habitude de le mettre dans mes tops. Mais je l'ai trouvé voilà, vraiment perdu en première période. Il y a une très grosse occasion où il loupe son contrôle, il essaye de se mettre sur son pied gauche et après, c'est brouillon, quoi. C'était brouillon. Donc voilà, vivement qu'il retrouve son côté gauche et que Ibrahimovic revienne. Voilà, messieurs, on va passer maintenant au débat du jour autour de la recrue possible, éventuelle, dont on a entendu parler toute la semaine, ou en tout cas depuis jeudi, et le match de Ligue Europa. Il s'agit de Monsieur Auge, on va le prononcer comme ça, l'attaquant norvégien. Adri, qui est ce joueur? Alors, Jens Peter Hauge est un jeune Norvégien de 20 ans qui est formé dans son club actuel, Bodo Glimt. Il a signé son premier contrat pro le 13 avril 2016. Il a que 16 ans à l'époque où il signe son contrat, où il jouera 24 matchs et trouvera à 5 reprises le chemin des filets. Il est droitier, mais il peut très bien jouer sur l'aile droite, où il a joué 20 matchs dans sa carrière, mais aussi à gauche, où il comptabilise 30 matchs. Pas grand-chose à signaler de la saison 2017-2018 à 2018-2019, puisqu'il jouera au total 50 matchs pour 11 buts et 5 passes décisives. Des stats en soi plutôt moyennes, mais cette saison, où Bodo Glimt est d'ailleurs premier du championnat, Auge nous sort une très très grosse saison, puisqu'il comptabilise au total 17 matchs, 14 buts et 9 passes décisives, où il évolue par contre au poste d'ailier gauche cette Voilà, ça saison. c'est les stats en championnat et c'est 3 buts et 3 passes D en plus en 3 matchs en Ligue Europa. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 31 matchs sur ce poste-là, sur l'aile gauche, pour 23 buts au total et 15 passes décisives, C'est contre 4 énorme. buts et 10 passes décisives en 20 matchs au poste d'ailier droite. Donc, il est plus performant, on a l'impression, sur l'aile gauche que sur le côté droite, mais il est quand même 4 buts et 10 présent passes D sur en l'aile. 20 matchs, s'il peut les faire en Italie, c'est C'est tout le bien ça. que je lui souhaite. Et donc, comme tu disais aussi, Guillaume, voilà, en 3 matchs d'Europa League, il a mis 3 buts, dont un contre Milan, et 3 passes décisives, dont une contre Milan, où il a vraiment bu notre défense, littéralement. De toute façon, on n'a vu que lui sur le match côté adverse. Donc voilà. On parle d'une offre autour de 5 millions. Est-ce que c'est un bon coup pour toi, Yann? Notamment voilà, sur le poste d'ailier droit ou même doublure de Rebic côté gauche? Alors, c'est un joueur, je suis très mitigé. Alors, pour le prix, oui. Pour ce que j'ai vu de lui, oui. Il est encore l'auteur d'une passe décisive hier soir en championnat. J'ai vu, ou bien hier après-midi en championnat avec son club. C'est clair qu'on ne prend pas un énorme risque. Après, je ne pense pas que c'est avec ce genre de recrue qu'on va faire le saut de qualité qui nous manque pour retourner en Champions League. J'ai un peu de la peine avec ce genre de recrue, avec ce genre de joueur qui tout à coup arrive de nulle part, ou bien là que l'on voit jouer contre nous, qui fait une grande performance contre nous, et ensuite, lors du retour au vestiaire, notre président ou directeur sportif va discuter avec. J'ai l'impression que ça pourrait être le début C'est un film. d'une belle série ou d'un film, mais j'ai l'impression que pour retourner en Champions League, c'est pas avec ce genre de recrue que l'on va faire le saut de qualité. Après, je suis quelqu'un de nature très pessimiste sur ce genre d'affaires, donc je suis peut-être pas la référence, mais je sais pas, disons que c'est pas un transfert ou une transaction qui m'emballe plus que ça. Après, ça pourrait libérer des fonds sur d'autres postes, et notamment le poste de défenseur centre. J'évoque les rumeurs dont on parle, hein. Mais c'est vrai que 5 millions sur ce joueur-là,
enfin voilà, on bloquerait du coup un joueur qui peut jouer aux 2 postes d'ailier. Donc ailier droit, on a déjà Castillero, Selmakers, éventuellement Brahim. Donc il y a du monde, franchement. Par contre, ailier gauche, on l'a vu, c'est Selmakers qui a débuté en l'absence de Rebic repositionné, du moins. Léao qui est visiblement pas prêt à jouer à ce poste et qui pourrait doubler Zlatan, je pense. Ça va vite être ça la solution parce qu'il ne faut pas oublier que Léao, on a quand même mis 30 millions dessus, 25 ou 30 millions, c'est ça. Hein. Donc voilà, il faut quand même lui trouver une place dans l'effectif. Et c'est à peu près le prix qu'on pourrait mettre sur la doublure du Ibra. Donc pourquoi pas faire confiance à Léao une saison de plus et du coup positionner ce Auge finalement comme doublure de Rebic. Donc avec 5 remplacements en plus par match, il aurait forcément sa place. 5 millions, pour moi, on ne prend pas un énorme risque. Enfin, je trouve que voilà, quand on voit les chiffres, maintenant il est en partance pour la Juve, ça s'est un peu refroidi, mais de Chiesa, on parlait d'un transfert autour de 40 millions. Là, pour le coup, lui aurait eu beaucoup de pression parce qu'il aurait eu 40 millions sur les épaules à essayer de porter et j'étais pas certain qu'il puisse voilà, vraiment passer ce cap avec la Fiorentina. Auge, c'est 5 millions. On parle de lui comme un crack. Il a des statistiques de crack, honnêtement. En tout cas, sur le papier, il a vraiment ce qu'il faut. Et voilà, je pense que 5 millions, c'est une belle affaire. On verra ce qui se passe. Si jamais dans 1 an, on voit qu'il n'avait pas les épaules, on le revendra 5 millions en Norvège. C'est clair qu'on prend pas un énorme risque. Après, tu parles de statistiques de crack. On parle du championnat de Norvège quand même, qui est un championnat qui est nettement dessous. Enfin, j'ai l'impression, oui, on trouve du positif chez ce joueur, mais faut quand même tout de même se dire qu'on est dans le championnat norvégien, qu'il a fait un énorme match en Europa League, oui, certes, contre nous. Après, comme tu l'as dit très positivement, c'est 5 millions et on n'y perd absolument rien en fait. Donc, j'ai envie de vous dire, messieurs, tentons le pari. Si tout se passe bien, eh bien, on aura fait le grande masterclass à nouveau de notre Paolo Maldini. Oui. Et puis, dans le cas contraire, espérons peut-être faire une petite plus-value grâce à l'expérience qu'il aura emmagasinée en Lombardie, en le revendant à je ne sais quelle équipe nordique ou éventuellement en première ligue. Peut-être Wolverhampton va sortir les gros billets. C'est vrai que pour faire court, de toute façon, en Norvège, c'est vrai qu'on nous le vend comme un crack, comme tu l'as dit, Guillaume. Après, c'est vrai qu'apparemment, Milan était déjà aussi un petit peu intéressé avant le match. Et je crois que c'est même Auge qui l'a dit en conférence. Donc, il a bien dit qu'il y avait des contacts avec Milan par rapport à son match. Mais apparemment, Milan le supervisait depuis quelques temps, apparemment. Après, c'est vrai que sur l'aile droite, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous faut absolument un mec sur le côté droite ou pourquoi pas gauche pour dépanner ou comme vous l'avez dit, voilà, pour faire une doublure. Mais c'est vrai que sur l'aile droite, Milan, ils se sont renseignés sur peu de personnes à part Chiesa. Et c'est vrai que quand tu vois le prix qu'il faut mettre sur un Chiesa, c'est non, quoi. Après, c'est vrai, comme vous l'avez très bien dit, 4-5 millions, on ne prend pas un gros risque en soi. Après, j'ai envie d'y croire. Je suis de nature optimiste par rapport à. par rapport à. Oh là là. Donc non. Après, j'ai envie d'y croire. Je fais confiance à la direction qui ont montré qu'ils ont fait un grand mercato. Donc non, je leur fais confiance. Ils pensent que c'est une bonne recrue. Alors, je les suis les yeux fermés. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Est-ce que Auge est un bon coup selon vous pour le prix, en tout cas, qu'il est affiché? Un grand merci, les gars, d'avoir été présents. On se retrouve la semaine prochaine face à Spezia, promu de ce championnat. En tout cas, bonne semaine, bonne journée et Forza Milan. Ciao! Salut les gars! Ciao!